Bonjour Nico, Salut Antoine. de quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler des hypnos qui ne connaissent pas l'état d'hypnose eux-mêmes ou qui ont beaucoup de difficultés à y rentrer, de réduction de champ d'intention, d'hypnoanalgésie, d'utilité des phénomènes hypnotiques et un peu de toi par le récit de ton cas le plus difficile. Eh bien super, alors c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 8e rendez-vous de questions-réponses hypnose. Je voulais vous remercier encore pour toutes les questions que vous posez, les commentaires que vous faites, que ce soit sur Facebook, dans les commentaires YouTube, et vous inviter à poser à nouveau des questions dans les sections de commentaires. Vraiment, vous pouvez poser toutes sortes de questions, que ce soit des questions techniques, des questions polémiques, des questions de cas. Vous pouvez même développer des cas. Vraiment, vous posez toutes sortes de questions. C'est vraiment votre espace. Après, voilà, j'ai pas forcément le temps de répondre à toutes vos questions à chaque fois, mais vous inquiétez pas, elles sont notées. Nico les a notées, les a stockées, et on les ressort en temps et en heure. Et aussi vos commentaires. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous avez déjà mis des retours par rapport à des techniques. Il y a par exemple sur la technique dont on a parlé la dernière fois sur les acouphènes, quelqu'un qui m'a donné déjà des retours et qui m'a dit qu'elle avait utilisé même pour une personne atteinte de Parkinson et que ça avait donné vraiment d'excellents résultats. Donc n'hésitez pas à faire des retours sur les techniques ou sur des lectures ou sur n'importe quel commentaire que vous avez entendu, que ce soit des retours négatifs ou positifs au contraire. Vraiment voilà, je suis ravi de lire vos témoignages. Et puis on va commencer aujourd'hui par quelle question? Alors Nico, dis-moi. Oui, donc on va commencer par une question qui a été posée sur les hypnothérapeutes et éventuellement les grands noms de l'hypnose qui auraient pu avoir des difficultés à rentrer dans l'état hypnotique. Alors pour un sujet qui ne connaît pas du tout, ça peut se comprendre parce qu'on a besoin de lui apprendre, de lui montrer un peu le chemin. Mais pour quelqu'un qui est formé ou qui était vraiment un expert dans le domaine, à ton avis, ça peut être quoi les réticences qu'il y a derrière ou les blocages qu'il y aura à faire sauter? Alors il y a plusieurs choses là-dessus. Hein. Vraiment là, Ouais, c'est une j'entends. grosse question, hein. Ouais, mais j'entends deux. Enfin, il y a souvent deux croyances qu'on a par rapport à ces choses-là qui sont totalement opposées. C'est-à-dire qu'on a l'idée que quelqu'un qui serait spécialiste de l'hypnose rentrerait moins facilement dans l'hypnose. Parfois, je veux dire, Ouais. si moi qui pratique l'hypnose, je vais chez quelqu'un qui débute en hypnose, souvent il va appréhender, il va se dire bah du coup vous connaissez le truc, vous allez moins vous laisser aller. Ce qui n'est pas forcément le cas, parce qu'en réalité, il y a quand même tout un ensemble de choses qui sont mécaniques. C'est vrai que si on essaye de m'avoir par une induction qui consiste à convaincre, qui est basée sur la croyance, etc., bah, ça risque de pas changer grand-chose, parce que de toute façon, j'ai déjà quand même une idée sur la question, je suis pas totalement naïf de ce qu'est l'hypnose. Ouais. Et c'est vrai que si on m'emmène dans quelque chose qui correspond pas du tout à ma vision, c'est pas impossible que ça puisse poser des problèmes parce que j'aurais une idée déjà trop précise, contrairement à quelqu'un qui est pas du tout de la partie et qui est, on va dire, plus ouvert sur la question. Mhm. Mais en réalité, il y a quand même beaucoup d'aspects mécaniques. Par exemple, si on m'entraîne, je sais pas moi, dans l'imaginaire, bah ça va agir comme sur l'imaginaire de n'importe quelle personne. C'est pas le fait que je connaisse l'hypnose qui va changer quoi que ce soit. Et il y a énormément de gens qui sont formés à l'hypnose et qui sont des spécialistes de l'hypnose et qui sont d'excellents sujets à l'hypnose. Mais en réalité, bon, moi je reçois énormément de collègues en cabinet. En général, quand ils prennent le temps de prendre soin d'eux et de se faire des séances, c'est pas pour venir forcément décortiquer la séance. Ça peut arriver, je peux avoir des débutants qui viennent un peu au défi, pour me mettre au défi. Moi je m'en fiche si ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Donc ils peuvent être un peu déçus. Mais en général, quand j'ai des collègues plus aguerris, au contraire, ils se laissent porter. Ensuite, ça répond à leurs attentes ou non, mais ils se laissent porter plutôt assez bien. Mhm. Mais par contre, c'est vrai que, alors sur les grands noms de l'hypnose, par exemple Erickson disait lui-même, lui qui était très très fort en auto-hypnose, on le sait, Ouais. il disait qu'il avait des difficultés à être accompagné. Probablement parce qu'il devait trouver que les approches qu'on lui opposait étaient souvent assez maladroites et directives, et en effet, il devait avoir du mal à être réceptif à cette approche-là. C'est pas forcément qu'il était un mauvais sujet à l'hypnose. Il le dit d'ailleurs, hein, je sais plus dans quel, j'ai pas en mémoire là très fraîchement ce passage, mais il dit qu'il a des difficultés à être accompagné parce qu'il a tendance quand même à écouter toutes les techniques, à écouter les défauts, à être voilà dans une posture quand même d'expert. Il a Mhm. du mal à se laisser aller. Mais probablement qu'avec certaines approches peut-être plus simples ou plus collaboratives, il aurait pu se laisser aller beaucoup plus facilement. Mais on retrouve ça, par exemple,
Je parlais une fois de Darren Brown, qui est un Britannique, qui est un mentaliste, qui est vraiment un grand maître de l'hypnose. Lui, il dit qu'il a jamais réussi à rentrer en hypnose accompagné par quelqu'un. Une fois, il témoigne d'une expérience qui était à peu près concluante, mais c'est tout. Et dans la littérature, d'ailleurs chez les anciens par exemple, la question se posait pas forcément, l'hypnose c'était quelque chose qu'on faisait sur les gens mais qu'on recevait pas forcément pour soi. Pierre Janet par exemple dit que lui-même n'est pas hypnotisable, puisqu'il considère que l'hypnose n'est valable que chez des personnes qui souffrent d'un trouble dissociatif. Lui ne souffrant pas de trouble dissociatif, il ne se considère pas de toute façon comme hypnotisable. Il fait pas partie de cette frange des gens qui sont hypnotisables. Il n'y avait pas forcément cette notion qu'on peut entraîner une personne saine à une hypnose profonde. En tout cas, pas chez lui. À l'époque, il y avait d'autres gens qui pensaient. Mais donc, la question se posait pas. Je pense pas il y a des tas de gens, faudrait vérifier, mais je pense pas que Charcot ait essayé d'être hypnotisé ou ait cherché à être hypnotisé. On voyait pas forcément les choses en ces termes-là. Alors, il y a cette idée qu'avec une personne qui serait experte, ça serait plus difficile, mais on a aussi l'idée inverse. Moi, j'entends souvent, par exemple, dans les formations, des gens qui disent « Oui, mais entre nous, c'est facile, parce qu'on connaît l'hypnose, on sait ce que c'est, on se l'a expliqué, on en a parlé. Mais quand on sera avec des vrais gens, des gens naïfs, naïfs au sens naïf de ce qu'est l'hypnose, des gens qui arrivent en disant je n'ai pas particulièrement plus d'idées que ça sur l'hypnose, mais je souhaite bénéficier d'une séance, ça va être plus difficile alors. Là on est entre nous, on y met d'une autre, quelque part on est complaisant, mais ça risque d'être plus difficile avec des gens qui n'y connaissent rien. Et quand même, je dois avouer que je dirais que c'est plutôt l'inverse, que c'est vrai que des gens qui n'y connaissent rien sont quand même plus faciles à appréhender et à accompagner dans l'hypnose. Il y a une sorte d'ouverture, ils ne connaissent pas, donc ils vous font confiance. Et ils sont pas là à épier les erreurs ou à dire mais moi dans ma formation on m'a appris ça, donc je comprends pas pourquoi vous faites ça. Il n'y a pas ce côté-là. Là je suis en train de passer en revue dans ma tête pas mal de collègues auxquels je pense, et je pense qu'il y a autant de gens qui ont des résistances avec lesquelles il faut travailler, ou qui ont besoin de temps, ou qui ont besoin d'entraînement, que de gens qui sont extrêmement réceptifs. Certains ne savent pas qu'ils sont réceptifs. Il y a pas mal de gens qui pensent ne pas être de bons sujets à l'hypnose et qui finalement s'avèrent l'être, parce que, encore une fois, parce que c'était pas les bonnes techniques qu'on leur avait proposées. Et ça, je pense que c'est plutôt ça, hein. Plutôt que des mauvais sujets à l'hypnose, c'est qu'il y a des techniques perfectibles. Et souvent d'ailleurs entre professionnels, quand on se fait des séances, on va parfois passer moins de temps, peut-être parce qu'on se met des pressions ou autre, mais on va parfois passer moins de temps à faire de la pédagogie, à passer par toutes les étapes. On va parfois utiliser des raccourcis, comme par exemple demander à l'autre de se mettre déjà en hypnose. Ah ben, puisque tu connais, vas-y. Et ça, c'est à mon avis une erreur. Ça. Il ne faut pas utiliser de raccourcis, il faut bien passer par toutes les étapes, bien être progressif. C'est pas parce qu'une personne semble avoir une expertise ou une expérience en hypnose qu'il ne faut pas prendre tous les soins nécessaires avec elle et valider toutes les étapes. Il y a peut-être de ça aussi, il y a peut-être le contexte dans lequel, quand j'hypnotise quelqu'un que je sais être un spécialiste, je fais peut-être un moins bon travail, je soigne moins mon induction. Du coup, je compte beaucoup plus sur sa connaissance et sa complaisance, alors que la personne, elle compte vraiment sur mon accompagnement. Donc ça peut être un facteur. Mais sinon, j'ai pas particulièrement. Je pense pas que ça soit le cas. Je pense pas que les gens qui sont des experts de l'hypnose rentrent moins bien en hypnose. Ni mieux d'ailleurs, ni mieux. Tu revenais sur l'idée que les personnes connaissent et donc du coup c'est plus. On fait moins bien le travail. Il y a cette question de croyance aussi. Tu penses pas que ça peut être au niveau des croyances un peu limitante, que j'ai pas besoin de rentrer en hypnose, donc j'ai pas besoin d'être un bon sujet, et je suis pas dans mon truc, quoi. J'ai pas besoin de le vivre. Alors que si la personne n'a pas la croyance qu'elle a besoin de rentrer en hypnose, alors probablement elle va même pas chercher à le faire. Ouais. Alors, en tout cas, il peut y avoir des croyances qui font que la personne va se soumettre ou non à de l'hypnose, mais je crois pas que l'hypnose soit une question de croyance, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent, qui vont dire par exemple, moi je suis un très mauvais sujet à l'hypnose, et qui derrière, si on leur applique la bonne... ils vont dire par exemple, je suis un très mauvais sujet à l'hypnose, c'est sûr, je suis pas hypnotisable, mais j'ai envie d'essayer. Et si on leur applique la bonne technique, la bonne méthode, ils vont se retrouver en hypnose comme n'importe qui.
Et il y a au contraire des personnes qui peuvent dire moi je suis sûr que je suis très hypnotisable, et on se rend compte ils nous donnent du fil à retordre parce que ils comprennent pas forcément ce qu'on attend d'eux, ils brûlent des étapes et du coup il y a une moins bonne qualité des phénomènes, etc. Donc la croyance qu'on a sur l'hypnose ne va pas forcément changer un petit peu, mais pas fondamentalement l'expérience d'hypnose. Alors on peut avoir quelqu'un qui va avoir cette croyance, qui va dire mais puisque moi je sais ce qu'est l'hypnose, puisque moi je connais les techniques derrière, elle devrait pas marcher. Et une fois j'avais parlé de la confusion, et j'avais donné si ma mémoire est bonne, j'avais donné un exercice, une technique qui consiste à annoncer, voilà ce que je vais faire, je vais vous faire une longue confusion. Donc on va faire une confusion à la personne en lui annonçant qu'on lui fait une confusion. Et ensuite on va faire des longues confusions pendant peut-être 1, 2, 3, 5 minutes peut-être. Mais on lui a annoncé, on n'essaie même pas de la feinter. Et bien qu'elle sache ce qu'on est en train de lui faire, ça marche. Ça marche parce que ça marche mécaniquement, parce que la confusion agit à un niveau mécanique. C'est-à-dire que le cerveau essaye de comprendre ce qu'on est en train de dire, mais il n'y arrive pas. Et au bout d'un moment, il y a une sorte de fatigue, il y a une sorte d'usure et un décrochage qui peut se passer. Il y a une perte de sens, en fait. Mais ça, c'est mécanique. Que je sache ou non, que j'ai compris, que j'ai décelé ou non qu'on me fasse de la confusion, ne change rien. Donc si j'ai un collègue, par exemple, qui me dit « Ah, j'entends très bien ce que tu fais de la confusion », mais c'est pas grave, je peux dire « Très bien, parfait, mais je vais continuer. » Et je peux continuer comme ça. C'est pas parce qu'il sait ce que je fais que ça va pas marcher. Sur certaines choses, oui, et notamment sur les suggestions très indirectes de type... j'en parlais la dernière fois, du type vraiment subliminal. C'est-à-dire le fait d'essayer d'obtenir un effet sans aucune évocation directe, enfin qu'avec des insinuations. Là, oui, en effet, si j'ai quelqu'un qui est entraîné, il va détecter ça, et du coup, ça casse l'effet. Il y a un exemple, en note d'un article d'Erickson, il y a un exemple où il joue comme ça avec un de ses fils. En fait, il se retrouve à la maison avec un de ses fils, tout le reste de la famille est parti, les 7 autres enfants et leur mère sont partis se balader, et il reste avec un de ses fils qui lui parle, et lui il voulait être tranquille, il était un peu fatigué, il avait pas mal de problèmes de santé, donc il était fatigué, il voulait rester à la maison tranquille, et puis son fils est là, il lui parle de plein de choses, et à un moment donné, il a dans l'esprit l'idée, il se dit... Bon, je vais lui donner les clés de la voiture et puis je vais lui proposer d'aller se balader. Mais bon, son fils lui parle, du coup il lui propose pas. Et puis au bout d'un moment, il a à nouveau l'idée, il se dit bon, allez, je vais lui donner les clés de la voiture et puis je vais lui dire allez, va te balader, fous-moi la paix. Et puis son fils lui parle d'anecdotes, il lui raconte ah tu te souviens papa quand on était parti en vacances chez la tante machin, etc. Enfin bon, je me souviens plus des détails, mais des tas de souvenirs de vacances, des tas de souvenirs comme ça. Et au bout d'un moment, Erickson a à nouveau cette idée de lui filer les clés de la voiture et il se dit mais attends, cette idée-là, je l'ai pas par hasard. Je vois très bien ce qu'il est en train de faire, le petit malin. Il est en train de me raconter des tas d'anecdotes qui ont en commun indirectement l'idée de la voiture, mais sans jamais utiliser le mot voiture. Et l'idée du voyage, sans jamais utiliser le mot voyage, il n'avait pas utilisé le mot-clé, rien, mais il n'empêche qu'il est en train de me mettre dans l'esprit indirectement l'idée de les clés de la voiture. Donc Erickson lui dit simplement « Non, c'est hors de question ». Et donc son fils qui était véritablement en train de faire ça en fait, volontairement, hein, pas inconsciemment, il était en train de faire cette technique, d'essayer de manipuler son père pour s'amuser, et il lui répond « Ah bon, bah avoue papa que c'était bien essayé. Hein. » C'était bien tenté, voilà. Ouais. Mais et donc Erickson lui demande « Mais t'as vraiment envie d'aller te balader ?» Il dit « Non, c'était juste pour voir si j'arriverais à te feinter, quoi. » Et donc le fait que son père soit formé et sache reconnaître cette technique de saupoudrage par association d'idées, etc., qui est extrêmement fine et élaborée là. On est quand même dans une famille de... Voilà, c'est spécial hein, comme jeu. Et bien le fait qu'il soit formé et qu'il sache la reconnaître a cassé le truc, parce que une autre personne qui ne connaîtrait pas cette technique, en effet, aurait eu cette idée, lui aurait proposé et n'aurait pas su qu'elle venait en réalité de lui, de la personne en face, l'idée. Il aurait pensé que l'idée venait de lui-même. Mais là, il a su reconnaître que c'était une technique de suggestion indirecte, et donc forcément, ça a raté. Donc oui, sur certaines techniques comme ça, si on le sait, ça marche moins bien. Mais par exemple, typiquement sur les suggestions directes, dont je parlais la dernière fois, si je dis à une personne... regardez votre main et attendez, et elle va monter toute seule, sans aucun effort de votre part. Eh bien là, que la personne soit formée à l'hypnose ou qu'elle ne soit pas formée à l'hypnose, elle a le même nombre d'informations sur ce qui est en train de se passer. En gros, elle regarde la main et la main va monter toute seule.
Et éventuellement, elle est plus rassurée. Quoique, je connais énormément de gens qui pratiquent l'hypnose, et même parfois certains qui l'enseignent, qui finalement, si on écoute bien leur discours, ne croient pas énormément à l'hypnose. Ont beaucoup de doutes sur la véracité des phénomènes de l'hypnose et de l'hypnose elle-même. Certains même ont la croyance que l'hypnose n'est pas un état, donc que l'état d'hypnose n'existe pas, etc. Donc à la limite, même chez certains experts déçus, on peut retrouver même plus d'incrédulité. Mais pour autant, si on les accompagne bien, crédules ou incrédules, peu importe, hein, ils vont développer de l'hypnose, ils ont un cerveau, ils peuvent développer de l'hypnose. Je te remercie. Est-ce que tu veux enchaîner sur la prochaine question? Sinon, moi je peux te relancer, mais on va faire un podcast de 3 heures là. Donc, non, allez, prochaine question alors. Allez. Justement, tu commençais à parler de phénomènes hypnotiques, de mains qui se rapprochent du visage, etc. Est-ce que tu pourrais préciser justement l'utilité de ces phénomènes hypnotiques dans une séance? Et éventuellement, une fois que tu les as précisé l'utilité, est-ce que tu peux nous dire un peu comment les exploiter, comment s'en servir pour devenir des experts comme toi? Alors, les phénomènes hypnotiques... Alors, quand même une petite précision, les phénomènes hypnotiques, qu'est-ce que c'est? Je suis en train de poser la question, je me demande si je vais être capable d'y répondre. Mais disons que les phénomènes, c'est ce par quoi c'est rendu visible. Ou visible, ou pas forcément visible à l'œil, mais ce par quoi c'est rendu manifeste. Donc, par exemple... si quelqu'un dort, je peux dire qu'il est en sommeil, mais il y a les phénomènes du sommeil. Par exemple, je sais pas moi, le fait qu'il soit immobile, ou relativement immobile pendant longtemps, le fait qu'il ronfle, je sais pas moi, des choses comme ça. C'est-à-dire des signes par lesquels moi je sais que la personne est en train de dormir. Ou alors les signes par lesquels elle sait. Ça aussi, ça peut être des phénomènes internes. Mais disons que voilà, ce sont des signes. Or, il peut pas ne pas y avoir de phénomène hypnotique. On pourrait penser, parce que là, quelle est l'utilité? Ça sous-entendrait que on pourrait s'en passer. Alors j'ai déjà entendu ce genre de discours, des gens qui disent « moi je fais une hypnose sans phénomène hypnotique ». Je pense que c'est une ignorance de la définition même des phénomènes hypnotiques. Il ne peut pas y avoir d'hypnose sans phénomène hypnotique. S'il n'y a pas de phénomène hypnotique, c'est qu'il n'y a pas d'hypnose. Ne serait-ce que le phénomène qui consiste à rentrer en soi, je sais pas moi, il y aura forcément ça, ou... peut-être vont-ils utiliser la détente musculaire. S'ils proposent aux gens de se relaxer et que la personne se relaxe, c'est probablement que la suggestion est passée, qu'il y a un premier phénomène hypnotique. Chaque phénomène ne suffit pas à créer l'hypnose, mais c'est l'addition de tous ces phénomènes. Tous ces phénomènes sont des petits points sur un tableau. Et vu de loin, ça crée un paysage. On va dire que ces phénomènes sont pas un état d'hypnose, mais vu de loin, ils créent une sorte d'état. C'est-à-dire vraiment un tableau général d'un état qui n'est pas l'état ordinaire et qui est l'état d'hypnose. Donc le fait d'être relaxé ne suffit pas à faire un état d'hypnose. D'ailleurs, on n'est pas forcément relaxé en hypnose. Mais il n'empêche que s'il y a de la relaxation et qu'il y a aussi de l'anesthésie et qu'il y a aussi de l'automatisme et qu'il y a aussi ceci et cela, bon, au bout d'un moment, on peut dire qu'il y a quand même un état modifié de la conscience. Et en réalité, si une personne est en hypnose, il y a forcément des choses. On va pas forcément créer des phénomènes qui vont être manifestes pour un public. Ça, c'est autre chose. Donc on pourrait distinguer d'un côté les phénomènes hypnotiques parce que de toute façon, la personne va pouvoir ressortir en disant « j'ai été en hypnose ». Et si la personne dit « j'ai été en hypnose », alors je vais lui dire « en quoi qu'est-ce qui vous fait dire ça ? En quoi vous le savez ? Par quoi vous le savez ?» Et alors, ce qu'elle va me répondre, ce sont des phénomènes hypnotiques. Si elle me répond, par exemple « j'étais beaucoup plus détendu que je suis d'habitude, j'ai perdu toute notion du temps, je ne vous entendais plus, ou au contraire, je n'entendais plus que vous, ou à un moment donné, j'ai fait des rêves... où je sentais une grande légèreté, je ressentais plus mon corps, enfin toutes ces réflexions-là, où je me suis vu à l'autre bout de la pièce, où je me suis souvenu d'un épisode de mon enfance, ou des choses comme ça, là, toutes les réponses qui sont dans cette liste, ce sont des phénomènes hypnotiques. C'est ce par quoi la personne sait qu'elle est en hypnose. Après, il y a les phénomènes qui sont rendus manifestes à un observateur extérieur, c'est par quoi moi je vois que l'autre est en hypnose. Ouais. Alors, c'est souvent à ça qu'on pense, par exemple une lévitation du bras, un membre ou n'importe quel mouvement automatique. C'est vrai que si je vois une main qui bouge toute seule, et on fait très bien la différence entre un mouvement automatique et un mouvement volontaire, qui est souvent saccadé, qui s'accompagne d'une respiration qui s'accélère la plupart du temps, etc. Eh bien, je peux me dire que ce type-là de mouvement, c'est pas le type de mouvement que les gens font
naturellement. Ça, c'est un mouvement qui est typique d'une réponse hypnotique. Il y a des différents signes comme ça qui peuvent être manifestes. Donc, mais en tout cas, il y a toujours des phénomènes. Ensuite, souvent, quand même, clairement, quand on parle de phénomènes hypnotiques, on parle de ceux qui sont les plus saillants, faut être honnête, et notamment dans la liste traditionnelle, il y a des choses comme l'amnésie, parce que l'amnésie, elle peut se vérifier. Si une personne a oublié, par exemple, dans les spectacles d'hypnose, si une personne, on lui a fait oublier un chiffre, bon, elle compte et elle se souvient pas du chiffre. Bon, voilà, là, il y a une sorte de phénomène dans le sens d'un numéro d'hypnose même. Une anesthésie, si je pince le bras droit de quelqu'un et qu'elle a mal et que je presse le bras gauche et qu'elle ressent rien, c'est qu'il y a une anesthésie et qu'il y a un phénomène hypnotique classique. Alors, souvent, dans les démonstrations, on voit que les gens se font pincer à des endroits qui sont de toute façon pas douloureux. Alors là, c'est du trucage. Mais si on pince ou qu'on pique à un endroit qui est douloureux et que la personne ne ressent rien, c'est qu'il y a une bonne anesthésie. Donc il y a l'amnésie, l'anesthésie, les hallucinations, il y a la distorsion de la perception du temps, c'est-à-dire que l'impression que le temps, par exemple, qu'une heure s'est écoulée en 1 minute, ou qu'au contraire, pendant 1 minute, j'ai eu le temps de faire des choses pendant 1 heure. Il y a quoi d'autre comme phénomène classique qu'on utilise? La suggestion post-hypnotique. Par exemple, en hypnose, on va programmer la personne pour faire quelque chose qui va se déclencher bien après. Ça, c'est le phénomène de base qui permet l'hypnothérapie, par exemple. C'est de dire à une personne, dans 3 jours, à midi, mercredi à midi, vous allez faire ci, ça, ça et ça. Et elle le fait. Donc, alors évidemment on les utilise sous plein de formes, les suggestions post-hypnotiques, mais c'est un phénomène très très classique. Donc il y a les réponses idiomotrices. Après, dans les réponses idiomotrices, on peut imaginer l'écriture automatique, même si c'est pas forcément que lié à l'hypnose, on peut les avoir sans hypnose. Mais voilà, donc c'est toutes sortes de distorsions qui correspondent soit à des choses que notre cerveau est capable de faire déjà au quotidien, et qu'il fait au quotidien, soit à des choses qu'il est capable de faire mais qu'il ne fait pas au quotidien. C'est-à-dire que ça ne nous arrive pas tous les jours d'avoir une hallucination visuelle positive, c'est-à-dire de voir quelque chose là devant nous comme si c'était là, et de croire que c'est là alors que ça n'est pas là. Soit même des choses qui sont possibles par le cerveau, mais qui n'arrivent que dans des cas pathologiques. Ou sous l'effet d'un stupéfiant. Je parlais des hallucinations, mais comme pas mal de phénomènes du somnambulisme, c'est en général, quand ça arrive spontanément, c'est plutôt pathologique. En hypnose, non. En hypnose, on arrive à recréer ces différents phénomènes du cerveau de manière contrôlée. Et donc, les phénomènes peuvent être plus ou moins ambitieux en fonction de savoir s'ils sont ordinaires, moins ordinaires, extraordinaires, voire habituellement plutôt mauvais signes, mais qui en hypnose sont pas mauvais signes. Donc il y a ces différents phénomènes hypnotiques, et en effet c'est là-dessus qu'on se base pour faire des séances, quoi. C'est-à-dire que en fin de compte, ce qui nous intéresse avec l'hypnose, c'est de pouvoir utiliser des leviers à l'intérieur, des mécanismes du cerveau qui ne sont pas mobilisables habituellement sans hypnose, ou pas d'une façon aussi souple. Donc l'idée, c'est d'obtenir des outils, et ces outils, ce sont des phénomènes hypnotiques. Par exemple, un exemple que j'avais pris déjà, mais si je fais une expérience imaginaire, si là, moi, dans mon état éveillé, je me dis, tiens, j'ai une conférence à animer demain, et j'ai peur de parler en public. Donc je vais fermer les yeux, et puis je vais m'imaginer un public, et puis je vais m'imaginer que je parle avec confiance. Donc je peux faire ça, fermer les yeux, je m'imagine un public, et je m'imagine que je parle avec confiance. Bon, mais c'est pas sous forme d'un phénomène hypnotique, parce que c'est juste mon imagination, et le résultat risque d'être intéressant, mais peut-être pas extrêmement fort. Si par contre, une personne m'a hypnotisé auparavant, et qu'elle a obtenu ce phénomène hypnotique bien spécifique qui consiste à me croire, à faire un rêve en quelque sorte. C'est-à-dire quand je rêve, j'y suis, quoi. Si je rêve que je suis devant un public, il est là le public, je peux voir le visage des gens vraiment, quoi. C'est très très présent, je peux sentir leur présence. Donc si cette personne m'amène dans ce phénomène hypnotique qu'on appelle le rêve hypnotique, à ce moment-là, elle va pouvoir me dire: maintenant, j'aimerais que vous rêviez que vous êtes face à un public et que vous parlez avec aisance. Et du coup, elle aura mis à ma disposition un outil pour que je puisse faire une expérience, mais qui sera beaucoup, beaucoup plus forte, et qui va avoir une valeur de... Alors là, je redonne je recite l'autre phénomène que j'ai cité tout à l'heure, ça va avoir une valeur de suggestion post-hypnotique. C'est-à-dire que ce que j'aurais vécu là va se programmer en moi, et demain, lors de la conférence,
je vais ressentir à nouveau toutes ces sensations, ces impressions, ces ressources que j'ai mobilisées pendant cette expérience. Donc l'idée, c'est bel et bien d'avoir ces trucs qui sont utilisés par les hypnotiseurs de spectacle pour faire les numéros, mais de les mettre au service d'un apprentissage ou d'un changement. Plutôt que des stupéfiants, c'est ça. C'est ça, plutôt que d'utiliser des produits chimiques. Mais en effet, c'est la valeur ajoutée de l'hypnose. C'est-à-dire que quand bien même on arriverait à faire une hypnose, allez, on va dire sans phénomène hypnotique, dans le sens où on fait pas de beaux phénomènes bien visibles et bien solides, je vois pas trop l'intérêt en réalité. Si la séance d'hypnose a marché, si elle a eu un effet, c'est qu'il y a bel et bien eu un phénomène hypnotique qui est venu intervenir à un moment donné, soit volontairement parce qu'on a bien maîtrisé la chose, soit parce qu'on a eu de la chance, on l'a fait au petit bonheur la chance et puis c'est bien tombé. Mais l'idée, c'est de les maîtriser. Mais par exemple, prenons, à une époque, il y avait un médecin soviétique qui s'appelait Vladimir Raikov qui faisait des expériences où il mettait les gens en hypnose, il mettait des étudiants en hypnose, et par exemple, il y avait je me souviens d'un film où il y avait une étudiante qui apprenait l'anglais, il la mettait en hypnose et il utilisait un phénomène hypnotique pour le coup, pour lui dire, vous ne parlez plus russe, vous ne savez plus que vous êtes russe, vous avez complètement oublié la langue russe, et vous ne parlez plus que anglais. Et alors on voit, évidemment, elle ne se met pas à parler couramment anglais, elle parle anglais dans les limites de son niveau, du niveau qu'elle a, elle va pas inventer des mots qu'elle n'a jamais appris, hein, c'est pas de la magie, mais par contre, ça lui fait sauter certaines inhibitions. Elle se croit anglaise, et donc elle va parler aussi bien anglais qu'elle le peut, et beaucoup mieux qu'avant, où il y a de la pudeur, où il y a de l'hésitation, etc. C'est-à-dire qu'il y a la limite de son identité, elle est russe, et donc elle se croit limitée en anglais, et bien pendant l'expérience hypnotique, elle se croit anglaise, donc pour le coup, elle parle avec aisance. Et on voit dans le film qu'ils essaient de la piéger en lui posant des questions en russe pour voir si elle répond quand même ou si elle comprend, etc. Et en fait, elle répond « mais je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que cette langue, etc. » Bon, c'est pas extrêmement naturel, mais on voit bien quand même que le phénomène est bien poussé. Et bien là, c'est intéressant parce que pour reproduire ce qui se passe dans une immersion, quand on est complètement immergé dans un pays et qu'on ne parle plus sa langue maternelle, assez rapidement, très très rapidement même, quel que soit le niveau de langue, très rapidement, on se met à avoir des pensées, à avoir des rêves dans la langue du pays, à condition de plus du tout parler sa langue maternelle, hein, ou presque plus. Eh bien on peut reproduire ça par ce truc, par ce phénomène hypnotique qui consiste à dire à ce moment-là, vous oubliez que vous êtes russe et vous oubliez votre langue maternelle. Mais ça, c'est possible qu'en hypnose. Si je dis ça à quelqu'un qui n'est pas en hypnose, il va me dire, ouais, mais enfin non, en fait, je parle toujours ma langue maternelle. C'est bel et bien un phénomène qui n'est mobilisable que dans un état d'hypnose très profond, pour le coup, celui-ci. Et on voit, il fait d'autres expériences. Par exemple, il y a une jeune pianiste qui joue... J'allais t'en parler. Oh là là, tu me devances toujours, c'est énervant. Parce que c'est la même expérience, mais celle-là, elle est belle, elle est marquante. Il y a une jeune femme qui joue du Chopin, qui joue un prélude de Chopin, ou un scherzo de Chopin, je sais plus, et elle bute sur des choses, on voit sa façon de jouer, elle a un bon niveau quand même, hein. C'est pas quelqu'un qui a jamais touché un piano de sa vie, elle a un bon niveau, mais elle bute dessus, elle stresse, elle se crispe. Il la met en hypnose, il l'a bien entraînée avant, il la met dans un état d'hypnose et il va utiliser un phénomène qui est l'incarnation en lui disant, comme avec l'autre, il lui a dit, à l'autre il lui disait vous êtes une anglaise, là il lui dit vous êtes Rachmaninoff. Et donc elle se prend pour Rachmaninoff, qui en plus d'être un immense compositeur, était un grand virtuose du piano, vraiment un pianiste, un des meilleurs pianistes de l'histoire du piano. Et là, soudain, quand il la réveille, elle est méconnaissable. Je dirais, elle a une énergie qui sort d'elle, qui est extraordinaire, et elle joue ce morceau de Chopin avec une fougue, une façon de jouer qui est folle. Et ça, c'est un phénomène qu'on appelle aussi parfois la modélisation hypnotique, qui consiste vraiment, qui n'est pas la modélisation comme on fait en PNL ou autre, qui est vraiment une expérience purement, pas du tout intellectuelle, vraiment, à aucun moment on a besoin de se poser des questions là-dessus, il faut juste avoir des informations sur le modèle, sur la personne à modéliser, et on se prend pour elle, mais on se prend pour cette personne au point de devenir cette personne, et du coup au point, alors peut-être pas de jouer exactement comme Rachmaninoff aurait joué, mais en tout cas de jouer beaucoup mieux que elle, je sais pas comment elle s'appelait cette jeune femme, mais disons que elle va abandonner son identité, et donc les limites de son identité, qu'elle est peut-être une personne, voilà, qui... on va dire, elle a l'air d'avoir un profil d'une bonne élève, d'une jeune fille sage, qui fait bien son truc, etc. Et là, soudain, elle peut emprunter
la personnalité d'un type aussi fougueux et romantique que Rachmaninov pour jouer ce morceau d'une manière qui est extraordinaire. Donc on voit bien que les phénomènes hypnotiques, et notamment les phénomènes hypnotiques de l'hypnose profonde, nous offrent des outils pour de la pédagogie, pour de la thérapie, pour des tas de choses. D'ailleurs, c'est vraiment ce que, pour le coup, je parle quasiment que de lui tout le temps, mais c'est vrai que, pour le coup, c'est vraiment une grosse partie de l'œuvre d'Erikson de faire ça, de mettre les phénomènes hypnotiques et les vrais phénomènes hypnotiques de l'hypnose profonde au service d'apprentissage et au service de thérapie. Alors en cabinet, les phénomènes hypnotiques qu'on utilise, c'est pas forcément ceux-là, hein, mais ceux-là aussi. Moi, j'ai souvent utilisé ça avec des sportifs, par exemple, ou même avec d'autres gens. En thérapie de couple, ça fonctionne très très bien, par exemple, ça de se mettre dans la peau de l'autre par un phénomène hypnotique. Mais on va utiliser, par exemple, la futurisation, la capacité à projeter des scénarios dans le futur. Alors ça, j'en avais beaucoup parlé dans un de nos rendez-vous. J'utilise énormément, j'utilise pas mal la régression aussi. J'utilise aussi voilà, tous les phénomènes du rêve hypnotique s'ils sont disponibles, si la personne est capable de faire un rêve, qu'il soit symbolique ou qu'il soit réaliste, peu importe. Mais également l'idéomoteur, voilà, c'est des outils qu'on met à la disposition. La dernière fois, je parlais des acouphènes et j'ai donné une technique sur les acouphènes qui consiste à lier l'augmentation et la diminution de l'acouphène à une lévitation du bras, au fait que la main monte ou descende. Oui. Mais si on n'a pas cette lévitation du bras, si on n'a pas ce levier idéomoteur, ça marche pas. C'est parce qu'on a ce levier idéomoteur qu'on peut y associer toutes sortes de choses, la douleur. Donc je disais tout à l'heure qu'il y a une personne qui a fait ça sur les tremblements chez une personne qui avait Parkinson et qui a obtenu d'excellents résultats. Et donc il lui a appris à gérer ses tremblements. Mais ça c'est possible parce que d'abord j'ai un premier phénomène hypnotique ou pas hypnotique. De toute façon c'est des phénomènes du cerveau, mais en tout cas un phénomène que je vais maîtriser, rendre hypnotique. Et je voudrais juste dire, les listes des phénomènes hypnotiques, on peut les trouver très facilement. J'avais fait une vidéo, tiens, on va mettre le lien de la vidéo dans la description. J'avais fait une vidéo qui reprenait l'essentiel des phénomènes hypnotiques. Erikson donnait pas mal, assez souvent, il avait l'habitude souvent dans des conférences de base ou dans des articles de base de faire la liste des phénomènes principaux de l'hypnose. Et notamment, le phénomène principal de l'hypnose qu'il citait, il commençait en général par le rapport. Et le rapport, c'est un phénomène très spécifique dans l'histoire de l'hypnose. C'est pas juste la relation, c'est pas juste la confiance, c'est pas juste l'alliance. C'est un rapport très spécifique par lequel une personne, quand elle rentre dans un état d'hypnose et dans un état de plus en plus profond, elle tend à donner un statut particulier à la personne qui l'a hypnotisée, qu'elle va entendre plus que les autres. Elle peut entendre d'autres sons, d'autres voix, mais elles n'ont pas d'importance. La seule qui va vraiment compter, c'est la voix de son hypnotiseur. Et dans un état d'hypnose profond, pour le coup, elle pourra n'entendre et ne voir que lui, sauf si son hypnotiseur décide de lui donner accès à d'autres choses. Mais il y a vraiment cette espèce de relation exclusive qui s'appelait, chez Janet par exemple, il appelait ça l'électivité. Enfin, on a différents termes qui sont arrivés dans l'histoire, mais le terme de rapport hypnotique arrive très très tôt aussi. Et ça, c'est le premier, le plus fondamental des phénomènes hypnotiques. C'est-à-dire que probablement toute relation d'hypnose, qu'on le veuille ou non, est quand même basée sur ce rapport, qui est peut-être même à la définition même de l'hypnose. Donc voilà. Donc toute hypnose est au moins basée sur un phénomène qui est ce canal privilégié, cette relation privilégiée qu'on va créer entre deux personnes. Ok. Très complet comme réponse. Moi, je vais t'embêter un peu. Du coup, ces expériences que Rykov faisait en Russie. Du coup, il y avait une modélisation, il y avait une désinhibition, même avec la jeune Russe qui parlait anglais après. T'as un petit tips là pour facilement les ramener hors hypnose, ou ça se passe pas comme ça? Alors c'est intéressant parce que d'ailleurs il y avait un vieux documentaire qui s'appelait Cette pas au-delà de l'horizon qui montrait plusieurs de ses expériences de Rykov, notamment sur un jeune garçon qui apprend à dessiner en se prenant pour Ilya Repin, je crois, enfin une actrice, une fille qui se prend pour une actrice et qui récite des poèmes, etc. Donc il y a pas mal d'expériences, et notamment l'expérience de la pianiste avait été reprise dans un petit documentaire, qui était un petit reportage qui avait été présenté aux collégiens à l'époque, qui était présenté aux écoliers, sur l'hypnose. Et la voix off de ce petit reportage était très bien faite et très réaliste.
et je mettrai le lien d'ailleurs vers ça parce que je l'avais publié sur mon blog. Elle était très réaliste et elle finissait en disant bah voilà, mais par contre pour que cette personne joue comme ça au quotidien dans son état d'éveil, il faudrait beaucoup de répétitions. C'est-à-dire que c'est pas parce que dans l'état d'hypnose elle est capable d'un tel prodige, elle est capable vraiment d'être à ce niveau-là, que bon bah ça y est, c'est fini. Il suffit de la réveiller en lui disant bah voilà, maintenant vous savez jouer à ce niveau-là, vous jouerez à ce niveau-là. Ou par exemple l'autre avec son niveau d'anglais, lui dire bah voilà, c'est désormais le niveau d'anglais que vous aurez tout le temps. C'est pas si simple que ça. Il y a la personnalité de la personne va s'y opposer. On peut changer, on peut même changer vite, mais on a des sécurités qui nous empêchent de changer du jour au lendemain parce que ça nous empêche de devenir fou en quelque sorte. Si je changeais trop rapidement, si on n'était pas capable de me reconnaître d'une journée sur l'autre, ça poserait quelques problèmes de santé mentale. Donc on a cette sécurité d'identité. Donc on est capable, on accepte, et c'est un peu ça l'hypnose. C'est une sorte de jeu de rôle durant lequel j'accepte, parce qu'il y a un rituel, parce qu'il y a un cadre. J'accepte de faire des expériences de distorsion de ma personnalité, de ma perception, des hallucinations, des choses extraordinaires, comme si j'avais pris des drogues, quoi. J'accepte de le faire parce que je sais que c'est pas un contexte normal. Mais par contre, si les mêmes phénomènes m'arrivaient sans être accompagné spontanément comme ça dans la rue demain, eh ben je m'inquiéterais beaucoup et ça serait pathologique. Donc on ne peut, heureusement, pour toutes les personnes qui sont assez solides, on ne peut pas reproduire ces mêmes distorsions spontanément comme ça. Mais du coup, c'est ce qui nous donne, c'est tout l'enjeu de l'hypnothérapie. C'est pas de créer des phénomènes, c'est pas de créer des résultats, c'est de créer des résultats durables. C'est de les intégrer au quotidien, à ma personnalité quotidienne. Donc c'est de les ramener depuis l'expérience d'hypnose vers l'expérience quotidienne. Et c'est pour ça que il y a pas mal de gens qui touchent un peu à l'hypnose comme ça, qui disent ah mais c'est facile de créer des phénomènes, etc., et qui n'ont aucune notion des enjeux et de la difficulté du métier d'un hypnothérapeute ou d'un praticien en hypnose en général. Parce que c'est pas ça, l'enjeu c'est de créer des changements durables et intégrés. Donc par exemple, prenons l'exemple de cette fille qui parlait anglais. Probablement simplement la répétition, c'est-à-dire le fait de refaire cette expérience régulièrement pourrait lui permettre de ramener des capacités. Évidemment, le fait de le suggérer aussi, tout simplement, le fait de lui dire, eh bien, vous allez ramener autant que vous le pouvez, votre niveau va être aussi bon qu'il le peut, le meilleur possible. Il y a moyen aussi de faire de la programmation de rêve. Programmer qu'en rêve, elle continue de s'immerger à ce niveau-là, ou par exemple pour la pianiste, qu'en rêve, elle continue de se prendre pour Rachmaninoff et de devenir et de jouer comme lui. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire des expériences où la personne va jouer, par exemple, comme Rachmaninoff, mais en étant de moins en moins Rachmaninoff. C'est-à-dire que, en fin de compte, voilà, vous allez à nouveau jouer ce morceau, toujours aussi bien, mais en étant à 80% lui, à 20% vous. Ah, pour rajouter un peu une intégration de sa personnalité. Exactement. À elle. Ouais, c'est génial. Petit à petit. Et ensuite, tu le refais une expérience. Alors, ça peut prendre plein de séances. En lui disant, vous allez rejouer à ce niveau-là, mais en étant cette fois 60% vous, 60% lui, et 40% vous, etc. Bon, en fait, il faudrait probablement plus d'étapes que ça, mais voilà, l'idée, ça serait de ramener ça progressivement pour qu'ensuite elle joue en hypnose, mais en étant elle. Et puis ensuite, alors il y a des expériences, il y a un cas, alors là il est très complexe ce cas d'Erickson, je ne saurais pas le citer de mémoire, mais il passe par l'écriture pour ça. Il demande à la personne en hypnose d'écrire des choses qu'elle va lire hors hypnose et découvrir des choses sur elle. Par exemple, par exemple, je vais donner un exemple en dehors, mais si par exemple j'ai quelqu'un en hypnose qui me dit, j'ai quelqu'un hors hypnose qui me dit, pour moi, le plus important dans la vie, c'est vraiment de faire plaisir aux autres. Il faut surtout que je déçoive jamais personne. Et cette personne, à l'intérieur de l'hypnose, me dit en fait non, j'ai plus du tout la même vision, je ne suis plus du tout la même personne là dans cet état, et j'ai une vision beaucoup plus claire. Clairement, certes, il faut que je fasse plaisir aux autres, mais il faut que je m'épanouisse. La vie est courte et il faut pas que je passe à côté de ma vie. Bon, imaginons un truc comme ça. Mais je la réveille, et elle se souvient pas de ça, et elle reprend son discours d'avant. Donc j'ai deux personnes, une personne en hypnose et une personne hors hypnose. Une personne hors hypnose qui dit que la priorité c'est de faire plaisir aux autres, et une personne dans l'hypnose qui dit que il faut quand même donner la priorité à sa vie, à son plaisir, à son existence au quotidien. Et donc, que faire ? Eh bien, ce que je peux faire, c'est simplement faire communiquer les deux autres, l'un et l'autre, par exemple, une fois que la personne est en hypnose, lui dire « J'aimerais que vous écriviez un mot pour
la personne une lettre pour la personne que vous êtes d'ordinaire, que vous allez découvrir en vous réveillant, que vous allez lire, et vous allez lui transmettre des choses, vous allez lui expliquer des choses progressivement dans son langage. Et je peux même programmer un truc du genre, tous les jours, vous allez lui écrire un petit mot qu'il va pouvoir, par exemple, tous les jours, la personne va se réveiller, écrire un petit mot, et puis se réveiller vraiment, et découvrir le petit mot qu'elle a écrit, et chaque jour apprendre quelque chose, jusqu'à ce qu'elle ait vraiment bien compris le message, et que le message soit passé. Donc je vais transférer cette compétence ou cette compréhension d'un niveau inconscient à un niveau conscient par un canal qui va être par exemple l'écriture automatique. On fait remonter l'information, quoi. Ok. Il y a plein de moyens. C'est tous les travaux justement d'Erickson consistent à répondre à cette question-là. Comment est-ce qu'on fait passer de la compétence inconsciente à la compétence consciente? Oui, c'est pour ça que je t'embêtais un peu avec et pour avoir un peu ton avis à y être. Là, du coup, on a bien brossé la question comme il fallait. On va faire 1h30 sur le podcast, je pense. Est-ce que tu es prêt à prendre la prochaine question ou est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non. Alors là, c'est vrai que je suis passé un peu vite sur cette question essentielle là qu'on vient d'évoquer. Mais bon, on aura l'occasion peut-être d'en reparler et un peu plus en détail de ça, alors du transfert de l'inconscient vers le conscient, quoi, en quelque sorte. On en reparlera plus en détail une autre fois, alors. Je poserai ma question dans les commentaires. D'accord. Oui, voilà. Peut-être que je me sélectionnerai, je sais pas. Ok, on était dans la modification du champ d'attention. Est-ce que tu penses, toi, que la réduction du champ d'attention qu'on vit quand on est en état de stress, tu sais, cette focalisation, elle est un rapport avec la réduction du champ d'attention qui s'opère en hypnose? Ou est-ce que tu penses que c'est différent? C'est une bonne question. Merci. Alors, du champ d'attention ou du champ de conscience, ça, c'est deux choses encore même, parce qu'on parle souvent, traditionnellement, on parlait du champ de conscience, réduction du champ de conscience. Oui, c'est moi qui ai projeté là, pour le coup. D'accord. Vas-y. Parce que, aujourd'hui, on a tendance à traduire par champ d'attention, ce qui peut être différent dans le langage traditionnel. Mais bon, à la limite, j'ai envie de dire, ça va pas avoir d'importance pour ma réponse, je pense. C'est vrai que moi, j'ai longtemps cru que probablement l'hypnose tenait du même réflexe qu'on pouvait avoir à l'état de nature en cas de peur pour se protéger, le réflexe de se figer ou des choses comme ça, parce que souvent quand on parle des travaux sur l'hypnose animale, par exemple, qui est des travaux qui ont été beaucoup, Luria en a fait pas mal, Pavlov, etc. Mais Chertok les citait à nouveau. Enfin, c'est un classique de la recherche. Qu'est-ce qu'il y a d'animal dans le phénomène de l'hypnose, puisque l'humain est un animal? On a tendance à assimiler ça aux états de sidération que peuvent avoir les animaux quand ils sont face à un ennemi ou des choses comme ça. Ce qui est pas forcément évident. C'est pas forcément ça qui se passe. Il peut y avoir dans l'hypnose un phénomène d'un autre ordre. Et donc, on a tendance à dire qu'une personne qui est dans un état de choc, par exemple, ou sous l'effet d'une peur ou autre, a été dans une forme d'hypnose. Elle a une réduction de son champ de conscience à ce moment-là, elle n'a plus conscience de grand-chose, il est difficile de rentrer en contact avec elle est submergée par plein d'émotions ou plein de choses comme ça. Elle peut avoir des anesthésies, elle peut avoir même des paralysies, etc., qui sont liées au fait que son champ de conscience est très réduit. Et on peut avoir tendance à penser que c'est de l'hypnose. Il y a même pas mal de travaux qui ont été faits à une époque là-dessus. Mais je sais pas en fait. C'est pas parce que l'hypnose souvent s'accompagne d'un réduction du champ de conscience que toute réduction du champ de conscience est de l'hypnose. Dans le sens où une personne dans un état de choc, elle est en réalité elle est pas facilement hypnotisable. Il est pas facile de créer un rapport avec elle. Elle n'a pas forcément une grande créativité hypnotique. Elle est dans un état qui est pas si facile à exploiter que ça. Et c'est un cliché de dire qu'une personne dans un état d'urgence ou de choc est plus facilement hypnotisable et que les suggestions passent mieux chez elle. Il suffit de travailler dans un service d'urgence, à mon avis, pour se rendre compte que c'est vraiment très 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 loin d'être vrai. Qu'une personne qui à ce moment-là est dans un choc, justement parce que son champ de conscience est réduit, il est très difficile d'obtenir un rapport, les suggestions passent pas si facilement que ça, son corps est déjà rempli de réactions qui correspondent à la situation, et il n'est pas évident de l'orienter vers autre chose. On n'a pas du tout affaire à quelqu'un qui est là, prêt à être cueilli, prêt à être accompagné d'une extrême facilité. Et je pense qu'au contraire, la réduction du champ de conscience qui se passe dans l'hypnose a beaucoup plus à voir avec celle qui se passe dans l'endormissement,
qui est liée qui est plutôt relative à la confiance. C'est-à-dire, comme je sens que l'environnement est sécure, comme justement je n'ai pas besoin d'avoir peur, je n'ai pas besoin de me protéger, alors je peux petit à petit être moins vigilant aux alentours, au contexte extérieur, me laisser aller et rentrer à l'intérieur de moi, faire des distorsions. Je peux quitter un petit peu ma personnalité et ma présence au monde parce que justement je n'ai pas peur, parce que justement je suis tranquille, parce que je suis apaisé, etc. Et on retrouve d'ailleurs chez Erickson cette consigne même. Il dit que toute hypnose devrait commencer par le fait de rassurer la personne, de la sécuriser. Mais c'est peut-être pas simplement pour de l'éthique, c'est peut-être parce que c'est justement le principe même de l'induction hypnotique. C'est d'être finalement, alors il y a une métaphore que je prenais à une époque, c'est de m'imaginer être un feu de cheminée. Je dois être un feu de cheminée. On s'en rapproche pas trop près, sinon ça brûle. Il y a quand même une distance à garder. Mais il n'empêche que si on est à la bonne distance de ce feu de cheminée, il nous réchauffe, il nous éclaire, et on se sent bien, et on s'endort blotti dans un plaid. On se sent bien. On va se relâcher et se reposer. Eh bien, je pense que mécaniquement et on va dire animalement, peut-être que l'hypnose a plus à voir avec un degré de sécurité et donc de relâchement de la vigilance qu'avec un degré de peur, au contraire. Donc je suis pas sûr et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'était exploitable. D'ailleurs c'était la fameuse transition de Mesmer à Puységur à la fin du XVIIIe siècle. C'était passer d'un état convulsif où les gens vraiment faisaient des transes extrêmement impressionnantes, mais bon, on pouvait pas en faire grand chose, on pouvait pas trop les orienter, chez Puységur à un état beaucoup plus calme. On leur suggérait pas les convulsions et donc ils s'endormaient en quelque sorte, mais comme on leur parlait et qu'on leur demandait de faire des choses, ça devenait des somnambules. Mais du coup ça c'était exploitable, ça on pouvait en faire quelque chose. Et il y avait quelque chose de cette la confiance, laisser aux gens du temps pour y aller, être présent et leur faire et exprimer cette présence. À l'époque c'était par des passes, etc. Donc il y avait des manipulations, mais c'est-à-dire il y a un accompagnement, il y a une présence chaleureuse qui avec le temps fait la preuve le mot m'échappe complètement, de son inoffensivité. C'est pas ce mot-là que j'ai cherché, mais voilà. Il y a quelqu'un qui est là à côté de moi et dans le temps, j'ai à l'intérieur de moi de plus en plus ce sentiment que cette personne ne me veut pas de mal, que je n'ai pas besoin de m'en méfier, et donc elle va pouvoir m'accompagner exactement de la même manière qu'un parent accompagne un enfant pour s'endormir, s'il est bienveillant et doux, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va me bercer, et je vais finir par rentrer dans un autre monde, parce que c'est lui ou elle qui va gérer le monde extérieur à ma place. Donc il y a plus quelque chose, et vraiment c'est assez récemment que je reviens à cette idée-là, parce que pendant longtemps j'aurais snobé probablement l'idée de confiance, que l'hypnose est basée sur la confiance, en disant oui elle peut, mais elle peut être aussi bien basée sur la peur, sur plein de choses, et en fait je sais pas si c'est pas dans la nature même de l'hypnose d'être quand même un effet mécaniquement de la confiance. Donc, même s'il y a deux symptômes, en quelque sorte, qui se ressemblent, c'est-à-dire que dans le cas d'une personne terrifiée ou choquée, etc., on retrouve des choses qu'on retrouve aussi chez une personne qui est en hypnose profonde, mais pour autant, c'est pas forcément que ce sont les mêmes états, ou que cette réduction du champ de la conscience n'est pas forcément la même. Ne répond même pas forcément au même mécanisme, en fait. Donc je n'ai pas de réponse définitive là-dessus, mais voilà ce que cette question m'inspire là sur le coup. Ok. T'as parlé de services d'urgence et justement de pratiques différentes parce que c'était pas si facile. Est-ce que tu veux passer sur la question de l'hypno-anesthésie et de gestion de la douleur aiguë? Alors je sais qu'on en a déjà fait un peu sur le question-réponse, je sais plus si c'était le 2 ou le 3, me semble-t-il, mais j'avais quelques précisions à te demander. Ouais, sur l'anesthésie, on en a parlé dans le 2, je crois, mais c'était sur l'anesthésie dans la gestion de la douleur chronique, donc pas forcément à l'hôpital. Ouais, là c'est la douleur aiguë, et là c'est l'hypnoanesthésie qui est pratiquée en bloc opératoire. Alors je sais pas si tu as un avis là-dessus. Alors quelle est la question ? Pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, de l'hypnoanesthésie, celle qui est pratiquée dans les blocs opératoires? Donc, du coup, c'est vraiment un peu général. Et toi, est-ce que tu as des outils que tu trouves nécessaires, justement, dans la gestion de la douleur aiguë? Donc là, ça parle plus de bloc opératoire, mais si on les regroupe, peut-être que tu peux nous faire
un petit condensé. Oui. Alors, moi, c'est pas ma spécialité, je travaille pas à l'hôpital pour l'hypnose en anesthésie, donc je pourrais en parler que de façon, voilà, je pourrais en parler de façon que très limitée. Je dirais que d'une manière générale, dans les services d'anesthésie, on utilise l'hypnose, mais dans les services d'anesthésie, pas forcément pour de l'anesthésie. C'est-à-dire que l'hypnose est utilisée principalement aujourd'hui à l'hôpital pour de la sédation ou de l'analgésie à la limite. La sédation, c'est-à-dire on calme les gens. Donc la plupart du temps, c'est utilisé en complément d'une anesthésie chimique à un niveau local, pour éviter une anesthésie générale qui ne serait pas nécessaire, pas absolument nécessaire. On peut s'en passer. On aurait fait une anesthésie générale à une époque pour cette personne, peut-être pour la calmer, pour que la chose soit plus vivable. Mais en fait, une anesthésie générale, c'est vraiment, vraiment très lourd, pas du tout anodin, et il y a des gens qui peuvent pas la vivre. Donc on va remplacer cette partie-là par l'hypnose. C'est-à-dire, en gros, l'hypnose va servir juste à calmer la personne, à détourner son attention, et voilà, à détourner son attention, à la calmer pour pas qu'elle soit trop consciente de l'environnement extérieur, pas trop consciente de ce qui est en train de se passer. Mais il y a une anesthésie locale quand même chimique dans énormément de cas. Ou alors, ça va jamais remplacer une anesthésie qui aurait de toute façon dû être là. Ça peut éventuellement venir pour compléter là où on n'aurait pas fait d'anesthésie. Ou alors de manière rarissime. En tout cas, je suis pas forcément très informé sur ce qui se fait aujourd'hui. Ou analgésie, c'est-à-dire on va réduire la sensation jusqu'à éventuellement une sensation qui n'est pas gênante. Une douleur, mais ce n'est pas ma douleur, on enlève la gêne, mais pas forcément une anesthésie au sens où la personne ne ressentira plus du tout son membre. Cela dit, dans l'histoire, ça s'est beaucoup fait. Dans les années, par exemple, 1840-1850, ça se faisait beaucoup, des anesthésies sous hypnose. Il y a énormément de cas très sérieux qui sont rapportés. On faisait des opérations légères et des opérations lourdes, des amputations même, sous hypnose, ce qui a été passé de mode quand on a découvert tous les effets, l'éther, le chloroforme, l'alcool, etc., parce que c'était beaucoup plus facile d'utiliser la chimie, évidemment, mais ça se faisait beaucoup, et même, voilà, même au XXe siècle, on a quand même pas mal de récits là-dessus. Je sais qu'aujourd'hui, ça se fait surtout pendant les opérations, c'est-à-dire que cette endalgie, cette analgésie ou cette sédation hypnotique se fait par un accompagnement pendant l'opération, en général un accompagnement qui est basé sur l'imaginaire, où on va proposer à la personne de s'orienter vers l'imaginaire, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça qui se fait, mais globalement c'est souvent ça, on va lui proposer, on va essayer de la maintenir dans un récit, dans une imagination. C'est pas toujours comme ça que ça s'est fait dans l'histoire. Les témoignages de Esdaile, par exemple, témoignent d'une technique qui est complètement différente, qui se passe juste avant l'opération. Les témoignages d'Erickson, alors là, il était même pas du tout présent à l'hôpital, il programmait les gens à l'anesthésie en cabinet avant, par des séances préparatoires. Donc les techniques ont énormément évolué, les résultats aussi. Alors peut-être que les techniques qu'on utilise maintenant, peut-être qu'il serait intéressant de réexplorer justement des techniques d'entraînement en préalable, qui se passent justement dans des séances qui sont en dehors du bloc. Ça se faisait à un moment donné à nouveau, enfin en tout cas il y avait des entretiens avant, et maintenant je crois qu'à cause de conditions économiques, ça devient de plus en plus difficile de multiplier les séances avant l'opération. Mais voilà, je suis pas spécialiste de la chose, mais voilà, je crois qu'il y a énormément de choses vraiment formidables qui se font, et c'est très bien que ça revienne beaucoup. Ça a jamais complètement disparu, hein. Si on regarde des reportages de différentes époques à la télévision, par exemple, on voit que à chaque fois on reparle toujours de ça, de l'usage de l'hypnose à l'hôpital. Simplement maintenant, il y a des pays où ça se fait vraiment beaucoup plus qu'avant, comme la France par exemple, qui est vraiment un pays assez modèle, je crois, sur cette question. La Belgique évidemment, qui est aussi un pays exemplaire. Puis beaucoup d'autres ont suivi. Simplement, voilà, il y a aussi beaucoup de fantasmes, hein. C'est-à-dire que, par exemple, on peut voir des reportages on peut lire des articles qui parlent de une opération du cerveau sous hypnose, par exemple.
C'est extraordinaire, forcément, pour le public. On se dit, bah, le cerveau, c'est quand même vraiment quelque chose de fort. Simplement, le cerveau, en fait, est pas sensible. Donc, il n'y a pas besoin d'anesthésie pour le cerveau. Il y a même, en général, pas d'anesthésie. La personne, elle doit, pour pas mal d'opérations, elle doit rester réveillée pour pouvoir voir si on touche à la bonne zone. On doit pouvoir communiquer avec elle, voir si elle perd le langage ou autre. Donc, des cauchemars à tout le monde, là. Donc, elle reste éveillée, en général. Il y a éventuellement la trépanation, c'est-à-dire l'ouverture du crâne, qui peut, faire l'objet d'une anesthésie. Donc là, est-ce que l'hypnose est utilisée à ce moment-là, je sais pas. Mais en tout cas, le fait d'utiliser l'hypnose à ce moment-là pour calmer la personne, parce qu'en effet, le dispositif est quand même assez impressionnant, et pour éviter de la shooter trop, ça c'est une chose. Mais en soi, c'est plus spectaculaire médiatiquement, on va dire, que médicalement. Donc il faut vraiment regarder l'envers de ce qui est présenté. Je sais que pour le public, c'est souvent très impressionnant. On se dit, si on est capable de faire une opération sous hypnose, c'est qu'on est capable de tout faire alors. Moi, je crois que c'est vraiment plus facile c'est dans certains cas, je minimise pas du tout le travail des gens, mais je pense que même avec une technique qui est assez moyenne, vu le besoin, vu la motivation de la personne, en général, on peut quand même obtenir des résultats peut-être plus facilement que chez une personne qui, par exemple, fume 3 cigarettes par jour et souhaite arrêter de fumer. Bizarrement, il est possible que ça nous donne plus de fil à retordre, parce qu'il y a moins de motivation, il y a moins d'urgence, le contexte est moins impressionnant, il y a moins de levier d'autorité. Donc, ce qui est spectaculaire pour le public n'est pas forcément ce qui va être le véritable défi pour quelqu'un qui pratique l'hypnose. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Sur les techniques pour la douleur aiguë, quand on a parlé de la douleur chronique, on a parlé de pas mal de techniques qui sont quand même très valables, même pour la douleur aiguë. Après, si une personne a une très très grande douleur et qu'elle est là, aiguë, qui est liée à quelque chose qui vient de se passer, par exemple, je sais pas moi, elle s'est pris, elle a eu un accident et là elle souffre. Souvent son degré de souffrance est quand même tellement fort qu'elle va être quand même difficilement réceptive à des suggestions, faut être honnête. Il y a beaucoup de vantardise là-dessus, mais je crois quand même qu'il faut savoir passer le relais aussi, pourquoi pas à la chimie, si c'est possible. Mais là, si la personne a très très mal très vite, il faut essayer de la soulager par tous les moyens le plus vite possible. Sinon, faut créer un rapport très vite, donc il y a des techniques pour ça. Mais c'est pas évident, il faut créer un rapport très 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 vite et lui faire des suggestions très directes, très autoritaires, et détourner l'attention de la douleur le plus vite possible, mais tout en la validant. Il faut d'abord valider la douleur et ensuite même demander à la personne, est-ce que vous êtes d'accord pour que je détourne votre attention? Oui, alors on y va, maintenant vous allez penser à ci, ça, ça et ça, et vraiment l'impliquer dedans au maximum. Mais bon, c'est de la théorie. Sur le terrain, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement délicates à mettre en place quand même. La gestion de la douleur aiguë. Mais en opération, il n'y a pas forcément une gestion de la douleur aiguë. C'est plutôt une gestion du stress, de l'appréhension, du contexte, du stress généré par les outils, etc. C'est très rare qu'on laisse simplement l'hypnose s'occuper de la partie douloureuse. En général, c'est quand même des aides de ce point de vue-là. Ok. Il y a juste un truc sur lequel je reviens. Je suis pas spécialisé non plus, hein. Mais je sais pas si t'en as entendu parler, mais il me semble qu'on fait aussi de l'hypnose justement pendant les opérations avec anesthésie locale pour éviter les complications de ce que peut provoquer une anesthésie générale selon l'état de santé de la personne. Oui, il y a des personnes pour qui de toute façon c'est même totalement contre-indiqué de l'anesthésie générale. Ils sont trop fragiles, ils pourraient ne pas s'en réveiller, mais même c'est pas anodin chez toute personne. Et puis en plus de ça, il y a des hôpitaux qui y voient un intérêt parce que on passe beaucoup moins de temps en salle de réveil après l'opération, donc c'est un gain financier, on occupe moins de lits. C'est tout bête, mais ça peut être une motivation pour intégrer l'hypnose. Et puis, il y a des chirurgiens qui y voient un confort parce que ça réduit les saignements. Pas toujours, mais certains degrés d'hypnose assez profonde peuvent réduire les saignements, donc ils peuvent opérer d'une manière plus confortable. Ils y voient mieux, en fait, c'est plus propre. Le réveil se fait mieux, dans de meilleures conditions, et puis en effet, il y a même des gens qui peuvent avoir des allergies qui rendent contre-indiquer l'anesthésie, et alors pour le coup l'hypnose est vraiment très intéressante. Donc c'est pour ça que c'est très développé. C'est pas développé à tous les endroits où il y en a pas besoin, parce que en fait on fait pas des recherches comme là-dessus pour le plaisir de faire des recherches là-dessus. L'idée c'est pas juste de remplacer un outil qui marche par un outil
qu'on maîtrise moins, mais parce qu'il y a un vrai besoin. Et notamment aussi sur les terrains humanitaires, par exemple, où on n'a pas forcément le matériel, et voilà, et en cas de pénurie, etc. Enfin bref, il faut être capable de maîtriser ces outils-là, qui sont quand même vraiment formidables. Simplement, aujourd'hui, comme ils sont pratiqués, c'est pas évident. C'est pas évident parce que les gens manquent de temps pour préparer les sujets. Donc les résultats sont très intéressants et il y a beaucoup de spécialistes qui travaillent tous les jours là-dessus et il y a beaucoup de publications là-dessus, donc il faut suivre. Mais c'est vrai que quand on lit certains témoignages sur des techniques qui se passaient, que des grands chercheurs faisaient à des époques où ils avaient peut-être un contexte moins contraignant, un contexte administratif, économique moins contraignant, on se dit qu'il y avait quand même des perspectives qui sont intéressantes à réexplorer aujourd'hui, à mon avis. Ok. T'auras un ou deux liens là à mettre dans la description? Oui, oui, je mettrai des liens là-dessus, ouais, pas de problème, ouais. Tu me le rappelleras. Oui, bien sûr. Bon, vous me le rappellerez, vous mettrez un message en commentaire. Alors, ils sont où nos liens? Bon, ce sera de ma faute. Voilà. Bien. Es-tu prêt à passer à la question qui te concerne directement et où tu vas nous faire un petit récit de ce qui s'est passé pour toi à une époque? Vas-y, c'est quoi la question? Alors, la question, je te la lis telle quelle. Quel est le cas qui t'a fait le plus galérer en accompagnement? Et si c'était à refaire, qu'aurais-tu fait de différent? Ah oui, j'ai vu passer cette question. Alors, j'essaie de pas préparer vos questions, mais c'est vrai que je les vois passer quand même parfois. Et donc, là, quand même, je me suis posé la question. J'avoue, je veux dire, je me suis dit, mais mon Dieu... c'est difficile de répondre à ça parce que des cas qui m'ont fait galérer, j'en ai tellement, mais tellement, et toujours en fait, c'est normal, j'ai fait beaucoup de séances, donc il y a forcément des cas qui m'ont fait galérer, et puis il y a des gens que j'ai pas du tout pu aider, quoi. Enfin, je veux dire, des échecs de l'accompagnement que j'ai pu proposer. Donc c'est pas ça qui manque. Simplement, il y a quand même enfin, je sais pas pourquoi, c'est pas forcément celui qui m'a fait le plus galérer, mais il y a un cas qui m'est revenu en mémoire, et à mon avis, c'est intéressant parce que c'était le cas d'un monsieur qui souffrait d'alcoolisme. C'était un type brillant, vraiment brillant, mais qui était très alcoolique, qui prenait une cuite tous les jours. Et je l'ai accompagné sur pas mal de séances. C'était un type très, désespéré. Il faisait la démarche pour faire plaisir à sa compagne, qui cherchait des solutions à tout prix et qui me connaissait par ailleurs. Et lui, il y croyait plus trop, et le truc avait pris une telle ampleur dans sa vie, dans son quotidien, c'était ancré, c'était là, ce qu'on faisait c'était bien sympathique. Déjà, c'était pas vraiment pas évident d'obtenir un état d'hypnose satisfaisant avec lui, c'était vraiment son anxiété, son hypervigilance, etc. Avec les outils que j'avais à l'époque, ça c'est vraiment quelque chose qui remonte à, je dirais, on a quoi, en 2020, qui doit remonter à peu près 7-8 ans. Avec les outils que j'avais à l'époque, en tout cas, cette hypervigilance me donnait beaucoup de fil à retordre. On obtenait peut-être des petits résultats qui duraient un jour ou deux de temps en temps, mais vraiment à chaque fois ça retombait, ça replongeait, et à chaque fois il y a des moments où il venait plus parce qu'il se décourageait, il avait une longue période où il retombait, puis après il revenait enfin vraiment, donc pas une grande motivation, plutôt venu pour faire plaisir aux autres, à quelqu'un. Or ça c'est typique, hein. Le peu de fois où ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui venait pas vraiment de son plein gré, à chaque fois ça a rien donné, ou quasiment rien, sauf avec les enfants, mais ça c'est différent. Et lui vraiment ça m'a découragé parce que c'était un type, enfin je dis pas ça, je fais pas de jugement de valeur, je fais pas de différence entre les gens, mais c'est vrai qu'il était très sympathique, il avait énormément de qualités, et de voir ce pauvre homme si désespéré de pas pouvoir l'aider, c'était vraiment évidemment ça, on se pose beaucoup de questions, on se remet en question énormément, mais je crois que ça m'a aussi appris un truc, c'est que j'ai accepté de prendre en charge ce cas, et à mon avis il était beaucoup trop compliqué pour moi. Bon, je l'ai su en le faisant, parfois il faut tester, hein, on perd rien à tester. De toute façon lui-même il m'a dit j'ai essayé plein de choses, maintenant voilà, ça marche pas, on essaye, hein. Donc je lui ai jamais fait de promesses, je lui ai pas dit que j'étais un spécialiste sur la question, ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que par exemple typiquement
on parle parfois des addictions, et les addictions sont pas, c'est un mot générique qui veut pas dire grand chose, et les addictions sont toutes très différentes. Mais j'ai eu souvent du fil à retordre sur l'alcoolisme, sur des personnes qui souffraient d'alcoolisme. Parce que c'est très compliqué, c'est un ennemi qui est là, qui est aussi là socialement, je veux dire, l'alcool et c'est difficile de s'en couper complètement, ils ont des sollicitations, c'est très ancré au quotidien, on peut en acheter à tous les coins de rue, donc c'est très ancré dans leur vie, enfin il y a vraiment un travail à plein de niveaux à faire, il faut que les gens soient extrêmement motivés, il faut qu'on puisse les voir très souvent quand même, parce qu'il faut pas les lâcher, donc ça peut représenter un certain coût. Il faut vraiment, ouais, donc ça dépend à quel stade on arrive. J'ai eu aussi de bons succès avec des gens qui souffraient de cette addiction, mais quand même au stade, à des stades aussi avancés en général, j'ai rarement pu aider très bien. Et c'est vrai que quand j'interroge d'ailleurs des collègues, pas des collègues trop vantards, on va dire, c'est des collègues avec qui on se dit les choses un peu sincèrement et qui ont une vraie expérience de cabinet et du recul sur leur cas. Ils font souvent le même constat hein, sur l'addiction à l'alcool, c'est que c'est vraiment pas un truc sur lequel on va se vanter d'avoir une baguette magique. C'est vraiment des choses qui nous donnent du fil à retordre. Ça se tente quand même parce que si les gens sont d'accord et qu'on leur fait pas de promesses et qu'on leur explique que c'est pas évident pour nous, enfin que c'est pas que l'hypnose a pas une solution miracle pour eux et qu'ils acceptent quand même de s'y prêter, ben pourquoi pas le faire. Mais clairement, voilà, c'est le cas qui m'est venu à l'esprit. Ouais. Après, il y en aurait tellement. Je pourrais faire un podcast, je pourrais faire une série de podcasts avec des épisodes où je raconte que mes échecs. Je crois qu'on n'en finirait jamais. En plus, il y en a tout le temps de nouveaux, en fait. C'est ça qui est bien, en fait. Plus vous avancez, plus vous avez d'échecs. Ça, c'est pratique. Du coup, tu pourrais faire un podcast où tu nous poses tes questions et on y répond pour te permettre d'avancer dans tes pratiques, c'est ça? Bah ça serait pas mal, hein. Je le fais par ailleurs, hein. mais pas en podcast, mais il faut poser des questions pour continuer d'avancer. Mais c'est vrai que les erreurs qu'on fait, les cas où on se trompe, c'est ceux dont on apprend. C'est un cliché de dire ça qu'on apprend de ses échecs, mais c'est très vrai quand même. Notamment, c'est vrai que quand on a des séances ou des cas qu'on n'arrive pas à résoudre, on y pense énormément. Et on élabore des tas de techniques, etc. On se dit, mais si j'avais fait ci, ah oui, mais il a réagi comme ça, donc peut-être il a un profil comme ça. On fait des tas de suppositions, des tas d'hypothèses. Mais il n'empêche que moi, souvent, ça me permettait d'arriver ensuite avec d'élaborer des nouveaux outils que j'ai testés sur d'autres gens et qui marchaient plutôt bien. Donc, notamment, les gens que j'arrivais pas à hypnotiser, tout simplement, m'ont permis de développer des tas de techniques que j'enseigne maintenant. Donc, c'est souvent ceux avec qui ça marche le moins bien qui nous obligent à nous perfectionner. Donc c'est vrai qu'on apprend de ses erreurs au final. Et puis ça fait le tri aussi dans ce qu'on a appris. Hein. Clairement, les gens qui sont de très bons sujets avec qui tout marche, et ils ne vous permettent pas de faire la différence entre dans ce que vous faites, ce qui marche vraiment et ce qui est ce qu'on appelle vulgairement du bullshit, quoi. C'est-à-dire vraiment c'est du blabla, on vous a appris ça, mais ça sert à rien, en fait. Par contre, les gens qui sont un peu plus retors, là, ça vous permet de faire le tri, là. Tout le bullshit, il part à la poubelle, et puis, bon, ok, ça, c'est efficace, ça marche, ça parle, et vous restez un peu plus sur l'essentiel. Ça permet de vraiment de faire du ménage dans sa boîte à outils, on va dire. Ok. Bon. Bien. Bah écoute, je crois qu'on va... Merci pour cette réponse franche. On est pas mal là, non? Ouais, on est pas mal, on va rester là-dessus. Je crois que... Je sais pas si tu avais encore des questions en stock, mais bon, on pourra les garder oui, j'ai encore des questions en stock, mais que les gens n'hésitent pas à en poser, parce que je me permets de faire des mix de temps en temps sur les questions qui se ressemblent, ou s'il y a des demandes de précision, même si on n'y passe pas longtemps, tu vois, je pourrais te poser des questions. Tiens, la dernière fois, t'as dit ça. Si tu peux juste préciser ça avant qu'on passe à autre chose, ça pourrait être sympa. Même si c'est des petites questions ou des commentaires, n'hésitez pas, parce que moi je les récupère et après je peux embêter Antoine correctement, quoi. Oui, n'hésitez pas vraiment à poser des questions de détail, et puis tant pis si c'est plus dans le contexte, les gens y retourneront écouter l'autre épisode pour comprendre de quoi on parle, et puis voilà. Puis voilà. Bon ben merci beaucoup Nico. Merci à toi. Et à la prochaine. Avec plaisir. Et merci à tous, retrouvez tous les podcasts sur garnier-hypnose.com. Posez vos questions, donnez vos avis et vos expériences dans les commentaires. Partagez le podcast sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouveautés. Retrouvez les liens et le menu dans la description de la vidéo. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite santé, bonheur et tout le petit team. À la prochaine. Allez, ciao!